Bonsoir à toutes et à tous. Chronique numéro 187. Et dans cette chronique, je vais un peu sortir des sentiers battus et me pencher sur un mouvement qui a fait beaucoup couler d'encre, qui en l'occurrence est le mouvement skinhead. Alors, chose assez étonnante, en avant-propos, je voudrais dire que ce mouvement est absolument, je dirais, à l'opposé de ce que certains se font. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la première génération de skinhead, je rentre dans le vif du sujet, l'émergence d'une contre-culture. Alors les skinheads naîtront d'une scission avec les mods, qui constitueront, durant les années 60, un mouvement juvénile de grande importance et d'une rencontre avec les Rude Boys, les fameux Rude Boys, les mauvais garçons. Ces Black British de la seconde génération qui importeront fatalement en Angleterre des influences, je dirais, musicales et même, on peut dire, stylistiques issues de la Jamaïque. D'abord, identifiés par leur apparence physique, devenue, je dirais, suffisamment originale et répandue pour se voir attribuer ce qu'on pourrait qualifier une dénomination spécifique. Notamment le style vestimentaire des skinheads voudra incarner, je dirais, à l'inverse des mods, une restauration symbolique des barrières sociales. Leur adoption de la musique jamaïcaine via leur fréquentation des Road Boys marquera une frange, je dirais, on pourrait même dire, elle marquera une sorte de franchissement des frontières raciales. Alors, des mods au skinhead, on peut considérer qu'il y a là une restauration des barrières sociales. Alors, faisant partie, bien entendu, de la première génération, vraiment bénéficiaire de la société d'abondance, on pourrait même dire célébrée par Macmillan, qui fut le Premier ministre de l'époque, les mods consommateurs passionnés d'habits, de disques et de toutes sortes de gadgets prôneront un mode de vie festive et hédoniste. Profitons de cette période joyeuse et insouciante, entièrement, je dirais même tournée vers le loisir et la satisfaction de leurs envies. Majoritairement issus de la classe moyenne, ce qu'on peut appeler la classe d'entrée de gamme, excusez-moi du terme, ou ce qu'on pourrait qualifier d'ordre économique, la classe moyenne basse, occupant souvent des emplois du tertiaire, n'accorderont pour leur travail qu'une attention distraite et contrainte, sans se poser trop de questions. Alors, leur mise excessivement soignée, je dirais, exprimera à ce sujet tout le dédain que pouvait leur inspirer l'idée que leur appartenance ne soit que le simple effet, ou je veux dire même le simple reflet, n'ayons pas peur de le dire, d'une vie entièrement conditionnée par une peu excitante activité professionnelle. Les mods, effectivement, avaient tendance à s'évader par, je dirais, par le biais de disques de la Tamla Motown, de Stax, de la Soul, dans des clubs où tous les week-ends ils venaient officier et danser. Alors les mods manifesteront, je dirais, au contraire, leur volonté de se démarquer de leur milieu d'origine, leur désir d'ascension sociale et contribueront en revalorisant, je dirais, même l'élégance entre eux à rendre confus par une subtile subversion des codes vestimentaires et les délimitations de classe. Pourtant, il faut bien préciser qu'au sein même de cette subculture incarnant cet imaginaire de mobilité sociale, l'attitude qui consiste à singer les classes supérieures ne fera bientôt plus l'unanimité, je dirais. Le tournant psychédélique que prendra en 1966 une bonne partie de ce mouvement parmi les mods, les plus âgés et les plus aisés, souvent bien entendu engagés dans des études supérieures et mêlés à la culture estudiantine. Et cela a eu pour conséquence de propulser, ou je dirais même de hâter, une rupture interne avec ceux qui, sous le nom des hard mods, ou hard mods, les mods durs, en constituaient, je dirais, la fraction, je dirais même une partie prolétarienne,
ces jeunes venus au mouvement mode, euh, plus par attirance pour les émeutes et les affrontements contre, je dirais, d'autres groupes opposés, tels que par exemple les rockers, que pour tout autre aspect. Alors les hard modes seront de ce fait les principaux promoteurs de l'image violente et agressive du modernisme d'après 1964. Alors, ils sont issus, je dirais, des quartiers populaires, ils s'opposeront à la vie de leur aîné, pour qui, bien entendu, les barrières sociales ne seraient que vieilleries à dégager. Alors, résidus d'une société archaïque, ressentant que la scène culturelle et les styles en vogue étaient désormais dominés par les rejetons des classes moyennes et que leur propre mouvement tendait à s'embourgeoiser, ils revendiqueront en réaction, je dirais, haut et fort du pavé, leur identité ouvrière, qu'on a appelée working class, en affichant avec arrogance toute une vie de travail manuel. Alors, déjà amateur de musique noire, comme l'étaient les Mods, que ce soit le Northern Soul ou, je dirais, la musique ska ou rocksteady, venant de la Jamaïque, depuis leur origine, et à la recherche de nouveaux sons excitants qui ne soient pas de la pop psychédélique, les hard mods deviendront rapidement des habitués des quartiers jamaïcains et de leur sound system qui drainait une grande partie, je dirais, de la jeunesse issue de cette communauté. Notons également l'importance des quartiers ouvriers où se mêlaient effectivement jamaïcains et britanniques et dont les enfants habitant dans les mêmes quartiers écoutaient la même musique. Alors là, ils se confronteront finalement aux rude boys, à leur mode de vie, à leur style, je dirais, vestimentaire, et à leur contact, ils ressentiront, je dirais, vis-à-vis d'eux une sorte d'affinité émotionnelle dont les parents, émanant également du mouvement ouvrier, et basé sur la sensation d'occuper le même lumpen statut, on pourrait le qualifier de lumpen prolétariat, de partager les mêmes expériences et d'éprouver les mêmes sentiments, ils s'apercevront que malgré les différences de culture et de couleur de peau, ils avaient plus de choses en commun avec les roadies qu'avec ceux que les médias continuaient à appeler les mods. Plus cette prise de conscience grandira, plus les deux groupes se copieront et se respecteront mutuellement. La fréquentation de ces road boys contribuera à faire évoluer l'apparence vestimentaire des hard mods, ajoutant à leur style ouvriériste des éléments empruntés au style jamaïcain alors en vigueur tels que les cheveux courts ou les pantalons, je dirais, feu de plancher, pantalons appelés dites star press, pantalons cigarette, suffisamment nombreux et reconnaissables en différents, je dirais, endroits tels qu'à Londres, Liverpool, Birmingham, Newcastle, Glasgow, et je dirais même que ces hard mods progressivement démarqués de leur mouvement d'origine, allaient bientôt se faire connaître sous le nom de ce qu'ils étaient déjà en puissance, à savoir des skinheads. Alors, skinheads et rude boys, on peut considérer que, finalement, au fond, la barrière est extrêmement faible. Alors, les skinheads apparaîtront, je dirais, donc en tant que tels, en achevant, je dirais, une certaine mutation des hard mods, et à la suite de ceci, ils s'afficheront, je dirais, dans tous les lieux où l'on pouvait entendre des rythmes jamaïcains, achèteront collectivement avec passion les disques de cette musique, que ce soit Coxon, Studio One, Trésor High, pour ce qu'il en est de la Jamaïque, ou Trojan, pour ce qu'il en est effectivement de l'Angleterre, avec ses différentes, je dirais, ses différents sous-labels. Alors, effectivement, cette passion pour cette musique qui les pousseront à l'identification jusqu'à s'approprier en grande partie le style, le comportement, la manière d'être des rude boys, parsemant même, je dirais, leur conversation de mots empruntés à l'argot jamaïcain. À cette époque et à ce stade de leur évolution, les skinheads seront une illustration de l'influence exercée par les formes culturelles noires, notamment antillaises, puisque en cas d'espèce nous sommes dans les grandes Antilles, sur les subcultures britanniques, surtout
influence si importante que l'on pourrait, selon effectivement certains analystes du moment, réinterpréter l'histoire des cultures juvéniles de la Grande-Bretagne à partir des années 50, comme je dirais même une série de réponses différenciées à la présence des immigrants noirs sur le sol britannique. Alors, l'essor de l'émigration en Grande-Bretagne durant les années d'après-guerre, dont une partie importante proviendra de la Jamaïque, modifiera en effet en profondeur le paysage culturel anglais, transformant inexorablement, je dirais, ce pays, non sans heurts, et dans une société, effectivement, que j'appellerais multiculturelle. Alors, l'immigration jamaïcaine, plus particulièrement, vient une seconde génération en quête d'identité et qui renouera ostensiblement avec les styles musicaux vestimentaires en vogue sur l'île de leurs parents et suscitera toujours, selon certains experts, des perceptions et des expériences plus ou moins intenses. Alors en termes généraux, on dira que l'identification entre les deux groupes, communauté autochtone et immigrants, peut être patente ou dissimulée, directe ou indirecte, consciente, je dirais ma foi, ou inconsciente. Elle peut être, je dirais même, reconnue ouvertement et exprimée de façon explicite chez les mods, les skinheads, et donc, ou bien, je dirais, refoulée et transformée en hostilité, comme par exemple chez certains groupes qu'on a appelés à l'époque les Teddy Boys ou même les Rockers, qu'en France on a appelé les blousons noirs. Alors, effectivement, on peut réfléchir à ce mouvement skinhead des années 60 sans pouvoir juger de son évolution ultérieure. Car compte tenu, je dirais, de la représentations qui s'imposeront rapidement ensuite, et puis surtout peu d'informations, euh, peu après la date de l'apparition de ce mouvement, et il pourrait paraître curieux, je dirais même a posteriori, que les skinheads soient cités aux côtés des mods comme un groupe ayant des affinités explicitement, je dirais, revendiquées avec des immigrés noirs. Pourtant, il faut être honnête, la sous-culture skinhead se construira bien en puisant à deux sources différentes, mêlant la culture traditionnelle de la classe ouvrière blanche à celle des expatriés venus, je dirais, de la Jamaïque. Alors, à l'image quelque peu mythique du prolétaire britannique, les skinheads viendront superposer des éléments directement empruntés à la communauté antillaise, et plus particulièrement à la sous-culture délinquante, réelle ou fantasmée des Rude Boys, créant ainsi un style original à la frontière entre deux univers apparemment difficilement conciliables, celui organisé de la classe ouvrière qu'ils regardent avec nostalgie, mais dont ils redoutent la soumission et la disparition, et celui dérégulé, je dirais, du lumpenprolétariat, flirtant bien entendu avec la délinquance, allant jusqu'à, je dirais, le hooliganisme, et qu'ils voient avec une certaine fascination dont ils admirent la soumission et la vitalité. Alors dans la rencontre de ces deux univers, celui des skinheads et des rude boys, la musique jouera un rôle essentiel, agissant d'abord comme un trait d'union, puis, de par son évolution, marquant ensuite un point de rupture. Alors, de la musique, effectivement, les mods avaient déjà inclus les rythmes jamaïcains au répertoire des musiques noires américaines, auxquelles ils vouaient une passion, les hard mods tournant le dos à la scène psychédélique. Et s'y intéresse davantage encore quant au skinhead, le ska, le rocksteady, le blue beat, le mento, le early reggae, qu'on a appelé aussi le reggae de 1969, incarné par le label Trojan, deviendront les musiques essentielles de leur mouvement, pour ne pas dire essentielles à leur mouvement. Alors ces musiques venues de Jamaïque se propageront au sein de la communauté antillaise, tout d'abord par le calypso, euh, et effectivement ensuite le mento, le blue beat, le ska, le rocksteady, et puis, ma foi, le early reggae, c'est-à-dire le reggae de 1969, au sein de la communauté antillaise installée en Angleterre, et revêtiront une importance particulière pour une seconde génération devenue circonspecte vis-à-vis d'une société qui semblait, je dirais, peiner à les intégrer pleinement malgré les efforts d'assimilation de leur père, dans le cadre effectivement de la classe ouvrière.
Alors, se sentant non reconnu comme citoyen britannique à part entière, cette génération cherchera à raviver des liens avec leur ancienne patrie et trouvera une sorte de refuge réconfortant dans ce qu'on pourrait notamment qualifier d'une identité reconstruite en reniant les fils à leur origine, la musique afro-américaine d'abord, puis la musique jamaïcaine, en plein essor depuis les années 60, qui constituera bien entendu le noyau de sens autour duquel une autre culture, un autre système de valeurs et d'autodéfinition pourra s'agglutiner, voire même s'affirmer. Alors dans cette quête identitaire, acheter un disque jamaïcain en Angleterre sera déjà pour des jeunes déracinés comme acquérir à bon prix un bout de ce pays. Dans cette terre d'accueil où la plupart des clubs et des pubs anglais n'accueillaient pas toujours volontiers les jeunes noirs, mais ces derniers n'allaient pas tarder à s'organiser eux-mêmes sur le modèle, bien entendu importé de la Jamaïque, le fameux Sound System. Alors leur propre espace d'expression avait enfin un mode d'affirmation. Alors les rythmes ska, et tout le monde est passé par là. Bob Marley, qui effectivement à l'époque ce n'était pas Bob Marley mais les Wallers avec les Soul Brothers, alias Robert Nesta Marley, Neville Livingstone pour Benny Waller et Peter McIntosh pour Peter Tosh, Lee Perry, dont le groupe était le groupe Upstairs, des gens un peu moins connus comme les Paragons, alias John Holt, et d'autres encore, ont effectivement fait vibrer certains quartiers de Londres après ceux de Kingston, pour ensuite gagner une forte popularité. Entre 68 et 72, leur audience se développera à un point tel qu'il se rendra, je dirais à l'époque, plus de ce style de musique sur le sol anglais qu'en Jamaïque. Alors, parmi les premiers acheteurs, les skinheads qui, par leur nombre, constitueront la part du public blanc la plus importante et la plus visible, soutenir cette musique, contribuant ainsi grandement à son développement et à son succès populaire. Pour preuve, Laurel Aitken, qui fut un des pères du ska, au même titre que Prince Buster, affectionnait tout particulièrement, je dirais, une reconnaissance à l'égard du public blanc, skinhead, qui leur avait permis de faire, je dirais, une sorte de célébrité. Alors devant l'enthousiasme de ce public, des artistes jamaïcains, parmi ceux installés sur le sol anglais, composeront nombre de morceaux explicitement dédiés aux skinheads. Nous avons Skinhead Train de The Charmer, qui alias Laurel Aitken, Skinhead A Message to You de Desmond Riley, Skinhead Rebel de Joe the Boss, Skinhead Girl, Skinhead Moonstamp, Skinhead Jamboree de Simarip, anciennement Pyramids, Skinhead Invasion, Skinhead Train, Skinhead Speak, Mind Skinhead, de Old Road All Star, et etc. Car la liste serait longue et je dirais. Et donc, les titres qui témoignent d'une reconnaissance partagée, ou même du respect que manifesteront, je dirais, certains de ces artistes envers la faveur de ses fans. Ainsi, par exemple, Laurel Aitken, comme je l'ai précisé tout à l'heure, qui rendra hommage tout au long de sa carrière à la fidélité de son public skinhead, et qui considérera lui-même comme l'un des leurs. Alors, bien entendu, je ne parle pas du mouvement nazi, des skinheads féodés à partir des années 80, suite à la crise et effectivement la stratégie de choc de Margaret Thatcher. Une partie sera récupérée par le British Movement ou le National Front. Là, c'est un autre problème. Moi, je parle du mouvement skinhead dans ses origines et dans ce qu'il est, et ceux qui, effectivement, ont toujours mis un poids d'honneur de le laisser tel qu'il fut à l'origine. Alors certes, quelques-uns de ces titres révéleront la simple stratégie commerciale à l'image de ces labels qui orneront les photos skinhead des pochettes de leurs disques de reggae afin d'augmenter les ventes. Le segment de marché non négligeable que représentaient alors les skinheads pouvant susciter quelques opérations opportunistes, n'ayons pas peur de le dire.
Alors, signe d'une conjonction effective, l'avènement du skinhead reggae, en tant que genre en soi, puisque le skinhead reggae est né avant même que le grand public a pu appeler le reggae, puisqu'on sait pertinemment que celui qui a été le véritable véhicule de la mondialisation, de la connaissance au niveau international du reggae fut Bob Marley. Auparavant, pouvons dire que ce sont ces jeunes qui ont fait effectivement, qui ont permis au reggae de pouvoir sortir du ghetto et en tant que genre en soi, et qui se développera effectivement, je dirais, durant les années 69, 70, pendant la période musicale du early reggae, ce qu'on appelle du vrai reggae, qui fera la transition entre le rocksteady et le roots reggae. Et ce reggae au tempo rapide, nerveux, devra son nom vif, engouement qu'il provoquera auprès des skinheads, amorcé en 1969 avec le succès du morceau Liquidator de R.E.G. All Star, repris aussi par l'équipe de Chelsea, me semble-t-il, et le Double Barrel de Dave and Ansel Collins, qui attendra également en mai 71, et le sommet des charts britanniques, qu'on a appelé les Chartbusters, représentera l'apogée au sein de la pop anglaise, grand public, de la musique jamaïcaine, en général, du skinhead reggae en particulier. Parlons également de Jimmy Cliff, de Desmond Dekker, And the Ices, et d'autres encore, toutes on the Metals. Et donc, on peut considérer que, à partir des années 60, pourtant passé à partir de 71, l'orientation générale de la musique reggae vers les termes Rasta signifiera immanquablement la fin, voire la mort du skinhead reggae, et éloignera les skinheads de cette scène pour des raisons tout à fait expliquées et explicables, où la musique qui faisait danser les skinheads en Angleterre allait en effet poursuivre en Jamaïque son propre processus d'évolution, de maturation et d'affirmation avec le roots reggae. Ça deviendra, je dirais, ce que tout le monde connaît aujourd'hui, le principal véhicule du rastafarisme, cette mystique religieuse qui avait lentement imprégné la population jamaïcaine jusqu'à devenir une force spirituelle, culturelle et identitaire de première importance. De musique assez grand public, aux thèmes aussi variés que rassembleurs, le genre s'orientera désormais plus volontiers, je dirais, vers son public originel, leur offrant un nouveau pôle d'ancrage et de résistance en faisant l'expression d'une conscience noire, également en Jamaïque. Alors, les skinheads, quant à eux, affectionnaient les rythmes jamaïcains pour la musique et la danse. Les paroles avaient, je dirais, peu d'importance, et du reste, l'argot jamaïcain leur apparaissait assez opaque. Mais lorsque le reggae d'une musique récréative deviendra le support d'une foi mystique ethnocentrée, ils se sentiront inexorablement exclus et perdront le contact avec les Rude Boys devenus eux-mêmes Rasta. La négritude plus affirmée du reggae était forcément moins attirante pour les skinheads, qui se sentaient de plus en plus étrangers à cette mouvance musicale et au même moment où leur propre sous-culture montrait des signes d'essoufflement. Alors, tout au début des années 70, les skinheads, de par leur agissement et du fait de l'évolution de leur musique, amorceront en effet un déclin rapide dans tous les espaces d'émergence qui furent les leurs. À commencer par les stades de football, ces hauts lieux de la culture ouvrière britannique qui contribuèrent fortement à l'essor et au dynamisme de ce mouvement. Les skinheads s'y manifesteront par centaines de milliers, multipliant les débordements et affrontements au point, je dirais, d'être étroitement et durablement associés au phénomène des hooligans. Dans la rue, c'est un autre espace d'émergence. Les skinheads prolongeront, je dirais, grandement la réputation de violence de leurs prédécesseurs hard mods. Là encore, il faut préciser qu'ils multiplieront les rixes contre des bandes rivales, des skinheads appartenant à un autre quartier, une autre ville, ou soutenant une autre équipe de football, contre tous ceux qui, je dirais, appartenant à des subcultures différentes,
et perçus en tant que tels comme des concurrents auxquels se mesurer contre les hippies, contre les homosexuels, dont le mode de vie et la mœurs seront jugés comme allant à l'encontre des valeurs traditionnelles de la classe ouvrière britannique, dont les skinheads s'érigeaient en gardiens, contre les immigrés pakistanais, dont le manque d'efforts d'intégration supposé sera condamné par les mêmes comme portant atteinte à la cohésion du monde ouvrier. Alors, ces agressions contre les Pakistanais, appelées Pakis bashing, auxquelles se mêleront parfois aux côtés des skinheads des Rude Boys d'origine jamaïcaine, prendront une telle ampleur au début des années 70 qu'elles deviendront rapidement un sujet d'inquiétude pour le gouvernement anglais. Un nouvel objet, je dirais, d'indignation, non le moindre, de la part des médias britanniques envers les skinheads. Alors, dans les stades et dans les rues, les skinheads feront désormais l'objet d'une étroite surveillance policière, limitant, je dirais, leur agissement quant aux espaces de musique et de danse, et ils étaient désormais devenus une espèce de sanctuaire, qualifié d'un territoire à défendre, contre toute forme de contamination de la part des Blancs. Alors dès lors discrédité par ses excès, cloué au pilori, ne disposant plus d'espace d'expression, n'étant plus, je dirais, adossé à aucun courant musical, cette contre-culture, désormais muette, paralysée, privée de ses fondements et sans autre perspective de développement, semblait devoir appartenir, je dirais, définitivement au passé. Et c'est là où finalement les choses se corsent. Une seconde génération de skinheads bascule, effectivement, comme je l'ai bien de le préciser, à partir des, je dirais, des années 80, bascule dans d'autres strates, avec d'autres récupérations, avec une politisation, je dirais, une politisation marquée à l'extrême droite, et donc le mouvement skinhead qui effectivement semblait avoir quasiment disparu au début des années 70, et rien, je dirais, ne laissait présager qu'il pourrait réapparaître un jour, ne serait-ce que parce que la musique, élément essentiel de toute contre-culture, lui faisait défaut, que certains y voyaient un mouvement pouvait placer dans les institutions des musées de l'histoire de la musique. Alors dans un contexte, comme je viens de le préciser, bien différent, porté par une nouvelle génération, imprégné de nouvelles références, je dirais, stylistiques, et voire même musicales, conservant effectivement, certes, les éléments du passé, qui seront soumis à agréger à d'autres influences en cours, nous en arrivons effectivement à l'arrivée, je dirais, de ce que eux ont appelé la musique oi, émanant de la musique punk. Alors loin de la période de croissance et de prospérité qui avait caractérisé dans les années 60 cette nouvelle génération de skinheads, qui émergera au début des années 80 dans une Angleterre ébranlée par le choc pétrolier, par la stratégie du choc de la Dame de Fer, Margaret Thatcher, et qui sombrera dans une crise économique sans précédent. Alors les vieux bastions industriels s'effondreront immanquablement, entraînant un chômage de masse, tandis que partout se multiplieront de graves violences, des conflits sociaux, des grèves, mais aussi des émeutes dans des quartiers pauvres tels que Bristol, ou même le groupe The Clash en a fait état. Et donc, bien entendu, tous ces quartiers où des populations immigrées subiront cette crise de plein fouet, en plus d'un harcèlement, je dirais, policier suite à des manifestations, c'est dans cette atmosphère, je dirais, de désenchantement général, que Punk, le No Future, surgira en 1976, enfant illégitime, je dirais, d'une société en crise. Cette contre-culture deviendra un véritable phénomène de société en exprimant une critique radicale et spectaculaire
envers toutes les valeurs établies en général et contre la starisation du rock en particulier, et en revanche, à l'inverse des skinheads qui s'en étaient sentis exclus, les punks montreront, je dirais, une certaine attirance pour les milieux rasta de Londres et de leur culture homogène, consistante, et intégreront le reggae à leur révolte en tant que bande qui sont prêtes à l'emploi pour la rébellion. Alors dans sa détermination à opérer une nouvelle révolution de la jeunesse, qui passera bien entendu par une urgente et nécessaire réappropriation de la musique en général afin de revenir à plus d'authenticité, le punk ouvrira une brèche et nombreux seront les groupes qui s'y engouffreront, prenant à leur tour la musique à bras le corps et composant souvent le manque de moyens techniques et financiers par la sincérité et la motivation. Alors il sera ainsi des groupes de street punk, des punks de la rue, qui targueront, je dirais, d'interpréter un authentique son de la rue, mais qui deviendront rapidement le point d'attraction d'une jeune génération attirée par l'authenticité et la radicalité de cette scène, à un moment où le punk, qui avait violemment brocardé à la dérive mercantile d'un rock, ayant perdu sa sincérité première, se trouvera bientôt lui-même accusé de suivre le même chemin, par absence d'idéologie réelle. Et parmi ces formations street punk, le Coq Sparrer en 1974, considéré comme le père spirituel du genre, qui chanteront le quotidien de la classe ouvrière anglaise, les Sham 69, Sham 69, qui deviendront rapidement les groupes de référence, et cette nouvelle scène, grâce à la personnalité hors norme du chanteur Jimmy Purcell, et qui fera effectivement macabrement figure de véritable working class hero. Auprès de nombreux fans, dont une partie importante se constituera en une turbulente Sham Army. Puis les Cockney Reject en 79 et leur répertoire axé sur les bagarres de rue et les affrontements dans les stades de football, rassemblés autour de cette street punk et particulièrement présente au sein de la Sham Army. Ceux d'abord, bien entendu, qualifiés de bold punk, constitueront le noyau d'un renouveau skinhead doté de nouvelles références esthétiques et musicales. Alors, cette nouvelle génération de néo-punk n'aura surtout, à ses débuts, et avant qu'une sorte de synthèse n'émerge avec les générations suivantes, que peu de choses de commun avec les skinheads des années 60. Une fierté d'appartenir à la classe ouvrière associée à un chauvinisme assez affirmé, ainsi qu'une inclination certaine pour la violence, formeront tout de même, je dirais, une sorte de fond commun, sinon sous le couvert d'une même appellation. Et c'est souvent, je dirais, le mépris qui sera le mieux partagé entre ces deux générations, les plus anciens considérant les plus jeunes comme des résidus du punk, et ces derniers voyant leurs aînés comme des vestiges d'un mouvement en mode. Dans la lignée des formations street punk qui avaient été initiées et fédérées comme cette nouvelle génération de skinheads, les skinheads sont de retour, avait déclaré Jimmy Purcell lors d'un de ses premiers concerts, déclenchant plutôt que constatant un phénomène. Et apparaîtront bientôt des formations mixtes, composées pour la moitié des punks et des skinheads, qui précéderont les premiers skin bands. Toujours directement issus et inspirés de street punk, mais formés uniquement de skinheads, décidés à jouer de la musique skin pour les skins afin de mieux se distinguer d'un mouvement punk devenu à leurs yeux trop commercial, trop consensuel. Progressivement, la scène street punk allait se muer en scène oi, donnant naissance au mouvement oi composé de jeunes skinheads et de punk en rupture avec leur propre scène. La oi se définira comme étant, selon effectivement certains experts, pro-britannique, pro-ouvrière, conformément à l'orientation générale du mouvement skinhead, ainsi que toujours, il faut le préciser, anticapitaliste, anti-establishment, mais apolitique. Si la OI revendiquera et je dirais, revêtira son contexte un aspect social, l'aspect politique restera souvent assez flou, se contenant à une condamnation du système et de tous les politiciens aux accents assez populistes. Alors loin des rythmes jamaïcains et avant que la vague du two-tone, c'est-à-dire du revival ska,
des quartiers, effectivement, des quartiers ouvriers venant de Birmingham. Je parle de Tutton, nous parlons des Specials, de Body Snatchers, de Bad Manners, de The Beat. Également Madness, qui fut un bref passage, dans le mouvement Tutton. Effectivement, avant que la vague du Tutton de ton fasse son apparition et ne vienne faire redécouvrir aux plus jeunes toute une culture musicale esthétique qui avait été fondée par les skinheads de la première heure, et avaient trouvé une musique permettant de se faire voir et entendre à leur tour, une musique qui se retrouvera rapidement comme eux-mêmes au centre de bien des polémiques. Rappelez-vous également l'apparition de UB40, ces jeunes issus de quartiers populaires, étant au chômage, dont premier album fut Sininov, hein, qui était une page de déclaration de la MPE, qui a également lui-même suivi ce mouvement tout en restant dans ce que j'appelle les codes du reggae. Alors, effectivement, comment comprendre que ce mouvement, qui fut un mouvement ouvrier, un mouvement apolitique, et ayant je dirais, une vie commune avec le mouvement jamaïcain, et comment expliquer que ce mouvement skinhead est passé de la musique noire à des musiques nazies comme Screwdriver, Ian Stewart et d'autres, avec une sorte de revendication du national-socialisme. Comment pouvoir comprendre, puisqu'il y a, je dirais, des traits qui marqués, puisque ces mouvements ont subi de plein fouet l'influence de l'actualité et de l'effondrement économique, et par le biais d'un entrisme de la scène Oi, sorte de constitution d'un nouveau public de skinhead qui ira s'affirmant et qui effectivement ne contribuera pas à pacifier ni à une street punk déjà peu réputée pour, je dirais, sa quiétude, ni la suite de la scène Oi dans une certaine forme d'atmosphère électrique qui dans ces concerts nombreux seront, je dirais, les rixes entre les bandes de quartier et les villes différentes, les rivalités entre supporters et les affrontements entre subcultures. Sans compter, bien entendu, les querelles pour le moindre prétexte. Alors, bien que des problématiques en matière d'image, de promotion, d'organisation, de concerts, ce ne seront pas pour autant les seules violences qu'auront à affronter les groupes de ces deux scènes. Dès 1977, ils devront en outre faire face aux provocations politiques de jeunes gens, fans ou simples provocateurs, qui profiteront de ces concerts pour clamer leur soutien, et c'est là où j'en arrive, au National Front, hein, ou au British Movement, de formation d'extrême droite, ouvertement raciste et xénophobe. Alors cet activisme s'accentuera au milieu des années 80, révélant une stratégie d'entrisme qui déstabilisera grandement le milieu de la Oi. Cette entreprise, encore inédite, de récupération d'un courant musical et d'une contre-culture sera principalement menée par le National Front, que la crise avait contribué à sortir de son isolement politique, qui bien entendu ambitionnait de devenir la troisième force politique du pays. Il lui semblera d'abord, je dirais, nécessaire d'apporter du sang neuf à sa formation, alors essentiellement composée de militants vieillissants, par l'intermédiaire de sa branche jeune, les Young National Front. Il mènera alors une intense campagne de séduction vers la jeunesse britannique, en investissant notamment les stades de football, les lieux de concert, perçus l'un et l'autre comme des vecteurs possibles de son idéologie et, fatalement, vivier potentiel de recrutement. Bien entendu, ces mouvements politiques ne freinaient pas sur les dépenses en matière de bière, en matière de collage d'affiches et en matière de possibles recrutements dans des cellules. Et donc effectivement, le climat du monde de la musique de cette époque, reflétant à sa manière les doutes et les tensions affectant la société,
je dirais, britannique, pouvait en effet s'avérer d'une façon, je dirais, favorable au National Front. Moi, je vous invite à, pour comprendre un petit peu cette évolution, il y a un film très très bien fait qui s'appelle Made in England, que je vous conseille de voir, qui est disponible, qui parle justement de cette problématique en Angleterre entre les adeptes de la musique skin jamaïcaine et ceux qui effectivement rentrent dans une politique avec son lot effectivement d'esprit xénophobe et raciste. Bon, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que, rappelez-vous un petit peu, Sid Vicious, le bassiste des Sex Pistols, arborait effectivement une croix gammée. Dans The Rock Around Swindle, dans les grandes escroqueries du rock'n'roll, on le voit arborer une croix gammée sur son t-shirt. Alors, effectivement, par provocation, généralement, les punks exhibaient des croix gammées. Par décision, surtout par une décision de vouloir concourir à la dérision. Le monde de la pop flirtait avec les discours ou l'imagerie nazie pour mieux en ridiculiser le sens, pardon. Et cela ajouté au remarquable impact que semblait avoir la musique sur les jeunes britanniques, en particulier si promptes à suivre les modes et à endosser, je dirais, toute forme d'uniforme. Même si sa politique de séduction ne se limitera pas à ceci, les skinheads seront particulièrement courtisés par le Front National, et qui devait certainement voir en ces jeunes prolétaires à cheveux courts et au comportement violent de futures sections d'assaut, pouvant être mises à son service, estimant pouvoir les atteindre collectivement via la musique qu'ils écoutaient. À l'époque, Joseph Pierce, responsable des jeunes National Front, affirma d'abord à la presse britannique que la Oi représentait le courant musical de son parti. Déclaration mensongère puisqu'il n'existait ni lien ni affinité d'aucune sorte entre les différents groupes issus des mouvements punk ou de la Oi et le Front National. Sur la base de cette trompeuse affirmation, mais se fondant également sur des allégations d'une presse disposée à voir en tout skinhead un néo-nazi. De nombreux activistes d'extrême droite se rendront alors à des concerts Oi, mais déçus de n'y trouver ni la connivence promise, ni l'ambiance souhaitée, ils se livreront en retour à une surenchère de provocation. Les heurts dans les salles et sur scène avec les musiciens eux-mêmes seront fréquents et bien des concerts se termineront en bataille rangée, avec l'intervention de la police. Gary Bushell, par exemple, lui-même, l'homme qui avait promu la Oi et dont les opinions socialistes étaient connues, sera poignardé et assassiné à plusieurs reprises. Il sera poignardé à plusieurs reprises, par semble-t-il, une quinzaine d'individus non skinhead appartenant effectivement à un mouvement peu connu à l'époque qui s'appelait le Bonehead. Et ce mouvement est de mouvance néo-nazie. Il ne cache plus effectivement d'arborer des uniformes, je dirais, nostalgiques du Troisième Reich. Alors beaucoup de groupes, je dirais, de la street punk, tout qu'on appelait les punks de la rue ou de la Oi, lassés de ce climat de violence, décideront d'arrêter leur carrière comme l'avait déjà fait Jimmy Pursey avec Sham 69, donc Sham 69. Dépassé par les débordements de son propre public, ou cesseront à d'autres genres musicaux nettement moins exposés, finalement il ne se trouvera aucun parmi ces groupes, ceux qui portaient alors le drapeau de la Oi, pour valider les propos de Joe Pierce concernant la prétendue identité, ma foi, de point de vue entre ce courant musical et son courant politique. Sa brutale tentative de récupération n'aboutira finalement qu'à accentuer le discrédit et l'opprobre pesant déjà sur ce type de musique et son public, tout en participant activement à ses déliquescences et voire même en contribuant à transformer chaque concert en terrain d'affrontement politique, où certains fans, n'osant plus aller à la billetterie acheter un ticket d'accès, puisque la crainte de ne pas revenir entier de ces concerts. Alors, effectivement, à partir de là, tout s'enclenche.
Déterminé malgré tout, je dirais, à mener son projet de séduction de la jeunesse par la musique, le National Front finira par trouver son homme providentiel en la personne de Ian Stewart Donaldson. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure, chanteur et leader charismatique du groupe Screwdriver, tournevis, formation punk en 1977, mais qui après le remaniement deviendra dans les années 80 skinhead et pro-National Front, inaugurant un mélange de genres qui ne tardera pas à faire des émules. Ensemble, qu'ils créeront un label explicitement White Nose Record, afin de pouvoir promouvoir de nouvelles formations musicales. Alors, Ian Stewart est passé du Front National Blood of Honor, c'est-à-dire l'honneur du sang, au national-socialisme, au soutien indéfectible au régime d'apartheid, au rock contre le communisme. Donc, effectivement, on voit que ces mouvements n'aborderaient plus des Staples, des Fred Perry, des Loafers, des Crombie, des Ben Sherman, et bel et bien des nouveaux uniformes en treillis noirs, paraboots, bomber noir, run de dalle, bon, finalement au fond, s'habillant effectivement comme des sections d'assaut du Troisième Reich réhabilitées. Alors avec l'aide de la logistique et financière du National Front, Ian Stewart via Screwdriver, mettre en place les premiers concerts intitulés Rock Against Communism. Rock, donc organisé à la fois en réaction sur le modèle des populaires concerts antiracistes Rock Against Racism, et la fonction que devrait revêtir, je dirais, l'organisation de tels événements en accord avec la stratégie de National Front d'embrigadement de la jeunesse par la musique sera ainsi définie par Ian Stewart. Donc là je cite. Ian Stewart dit « La musique est très importante dans notre mouvement pour nous. Cela concerne beaucoup de gens plus jeunes que les politiciens ne peuvent pas toucher, car beaucoup trouvent la politique ennuyeuse. Aller à un concert, c'est plus marrant, et nous pouvons ainsi atteindre beaucoup de gens. Et si les jeunes écoutent les paroles et qu'ils y croient, alors ils vont s'impliquer dans le parti nationaliste de leur propre pays. » Alors au milieu des années 80, cette scène de Rock Against Communism, fer de lance d'un rock ultranationaliste particulièrement virulent, parviendra dans l'ombre sans publicité, du fait que des menaces d'interdiction, contre-manifestations à se développer notamment, attirant ici, là, des centaines de fans et faisant émerger dans le sillage de Screwdriver des nouveaux groupes estampillés rock. Alors, la collaboration entre Ian Stewart et le National Front s'achèvera cependant quand ce parti, alors en quête de respectabilité, on en a eu la même chose ici en France, me semble-t-il, prendra conscience que les skinheads embrigadés sous la bannière portaient du fait de leur exubérance ou de leur travers et leur comportement indiscipliné un fort préjudice en matière d'image. Il n'y aura donc plus d'intérêt pour un parti voulant incarner l'ordre et s'institutionnaliser à continuer à soutenir une mouvance aussi tapageuse et désordonnée, politiquement incontrôlable, médiatiquement ingérable, ne contribuant finalement qu'à effrayer et à éloigner de lui des électeurs peu disposés à voter pour un parti de nazi-skin. Alors la rupture déjà latente entre le National Front et la scène RAC sera complète en 86, soldant là une entreprise de récupération, une collaboration qui pour le National Front s'était finalement révélée politiquement contre-productive. La perte du soutien logistique du National Front allait pousser Ian Stewart Screwdriver et d'autres formations de la RAC déterminées à continuer seules, à devoir, je dirais, s'organiser d'une manière autonome. Ils mettront alors en place, en 87, à l'instar de la scène punk, en inaugurant cette occasion, une sorte de do-it-yourself d'extrême droite, leur propre structure d'information, de production et de promotion de distribution. Ceci se fera d'abord par l'intermédiaire d'une publication nommée, je dirais, adoubée, qu'on qualifie de Blood and Honor. Puis la création d'un label répondant au même nom, le tout devant progressivement constituer un réseau à vocation internationale ouvert à tout,
ce que le monde pouvait compter de mouvances politiques et des courants musicaux situés à la droite la plus extrême. Considérant effectivement que, je dirais, le mouvement skin n'a pas d'importance en soi, ce qui compte c'est le nationalisme et je dirais, le nazisme. Sorte de réhabilitation de l'Allemagne du Troisième Reich versus Ian Stewart. Alors Ian Stewart ne restreindra pas ses activités à ce seul mouvement, c'est pourquoi il ouvre la voie et montrant l'exemple, Ian Stewart et ses musiciens joueront de styles différents de musique sous différents noms afin d'approcher le plus large public possible. Néanmoins, et quoique le rock Egan communisme est développé assez rapidement vis-à-vis, je dirais, de la musique Oi et du mouvement skinhead en général, une stratégie assez opportuniste, consistant à se servir d'abord de l'un et de l'autre avant de s'en éloigner dès lors que leur utilité s'avéra, je dirais, limitée, reproduisant l'attitude finalement qui avait été celle du National Front vis-à-vis du RAC et lui-même vis-à-vis de la Oi. Le mouvement skinhead resteront durablement marqués par cette immixtion, je dirais, politique. Alors, il faut bien comprendre que paradoxalement, alors que musicalement les principales formations de la RAC telles que Screwdriver, Skullhead, No Remorse, Brutal Attack ne se défieront jamais comme des groupes de Oi, alors que ces formations et leur public ignoreront en général, je veux dire, une grande partie de la culture skinhead originelle, à commencer par les premières influences noires. C'est pourtant cette image très frelatée de la Oi et du skinhead issu de rock qui deviendra l'archétype jusqu'à la caricature de celui-ci de sa musique. Alors avec la diffusion de la scène rock Egan Communism, cette image exportera et s'implantera à travers le continent européen et aux États-Unis, puis ailleurs encore, prélude d'une internationalisation du phénomène nazi. Alors au début, toutefois, entreprise de récupération menée par le RAC n'aura pas eu pour effet immédiat de transformer, contrairement à l'approche journalistique, tout ce qui naît en militant d'extrême droite. Certains deviendront effectivement, souvent d'une manière assez superficielle, plus par provocation que par conviction, par adoption d'une attitude plutôt que par une adhésion à une idéologie. Je dirais même par effet de mode, certes détestable mais temporaire. Elle aura surtout séduit de nouveaux venus et eu pour effet de populariser durablement un accoutrement skinhead et de la musique rock à l'intérieur de milieux nationalistes qui ne disposaient alors guère d'autres éléments d'identification même et de reconnaissance. Et je dirais même qu'en ce sens, le basculement de la contre-culture skinhead en contre-contre-culture sera aussi le produit, je dirais, d'un effet de mode propre au milieu nationaliste. Reste qu'au départ de l'influence du rock Egan communisme, sur le mouvement skinhead n'aura peut-être pas été si importante et si décisive si elle n'avait pas bénéficié d'une médiatisation à la fois exclusive et excessive. Il faut noter une chose, je fais un petit entrecrochet, aujourd'hui ces mouvements-là sont complètement discrédités et nous voyons réapparaître par le biais d'Internet effectivement le mouvement tel qu'il était à l'origine avec ces nostalgiques qui s'organisent aujourd'hui en club ou en association de grands-pères du mouvement skinhead et qui effectivement réintroduisent la véritable, je dirais, véritable doxa de ce mouvement qui fut de façon immanquablement lié à la musique jamaïcaine. Et ceci, je ne peux que me réjouir. Alors, revenons à ce mouvement complètement dévoyé, complètement, je dirais, trahi de sa base, aux factions naziskines qui se focaliseront, je dirais, très tôt l'attention des médias britanniques au détriment des autres composantes politiques ou antifascistes. Alors ils procureront, je dirais même, une forte visibilité aux premières, offrant à leur discours ce que je pourrais appeler les actions d'une résonance qui les enhardira, je dirais, il faut enhardira en laissant aucune espèce d'expression aux autres. Ces médias tendront, je dirais, de la sorte à entériner une situation, la prédominance des naziskines qui n'était acquise que dans les faits.
excessive ensuite, sans parvenir, je dirais, pour autant rentrer dans la compréhension du phénomène, ni à limiter les effets par sa recherche du sensationnel. Les médias contribueront en augmentant son impact la diffusion du phénomène Naziskine. En la matière, je dirais, on se complétera d'une manière cynique la recherche du spectaculaire pratiquée par un certain journalisme dit paparazziste, prompte, je dirais, à exagérer l'importance de certains groupuscules pour en accentuer l'aspect dramatique et la constante recherche de la publicité commune à tous les mouvements minoritaires et radicaux, et qui ont tout intérêt à voir ainsi valoriser leur capacité d'action et de nuisance. Ainsi, je dirais, de généralité en amalgame ou de simplification en réduction, les skinheads se retrouveront tous, sans exception, assimilés à des nazis. Alors, il faut dire que présenté d'une manière aussi schématique et manichéenne, bien entendu, le skinhead, qui avait le mérite de pouvoir incarner pour les médias, mais pas seulement un ennemi commode entre le marginal violent, le déviant politique, une figure du mal parfaitement identifiable, voire même une représentation idéale de l'intolérance la plus stupide sous la forme la plus brutale, voulant réagir à l'image exécrable qui était donnée de leur mouvement, certains skinheads tenteront de défendre une vision du vrai skinhead contre ceux qui n'en avaient, selon eux, que l'apparence. Alors, bien entendu, à la fin des années 80, le mouvement skinhead apparaîtra comme coupé entre deux époques et fragmenté en plusieurs mouvements, voire même mouvances musicales et politiques, dont une en particulier faisait ombrage à toutes les autres. Partant de ce constat, je dirais qu'il se trouvera des skinheads qui voudront redonner une cohérence à cet ensemble en refondant une histoire commune qui se servirait d'assises légitimes à une expulsion de l'élément contre-culturel, de leur contre-culture, et ils voudront aussi, ainsi défendre à l'encontre des médias une vision juste d'un mouvement dénué de toute ambiguïté, à moins qu'il ne s'agisse juste d'une vision d'un mouvement doté, au contraire, de quelque forme ou quelque forte ambiguïté. Alors, c'est installé effectivement chez les anciens qui ont été des adeptes du mouvement skin et ouvrier dans les années 60, la volonté de créer le mouvement Sharp. J'en parlerai plus tard. Ce mouvement qu'on appelle le mouvement contre préjudice raciaux. Et donc en 1983 sera créé en Angleterre un mouvement qui s'appelle Skinzine, appelé Hard as Nails, qui traversera sa campagne for the Real Skinhead, et malgré son aspect artisanal et la modestie de son tirage, nourrira l'ambition, selon effectivement ses propres termes, de réhabiliter l'authentique mouvement skinhead victime d'une spoliation, d'un kidnapping exercé par l'extrême droite. Et Hard as Nails contribuera à fédérer les skinheads dits traditionnels dans sa campagne for Real Skinhead et ne pourra guère contrebalancer à elle seule son modeste, son modeste niveau, l'image négative du skinhead ordinairement propagée dans tous les grands médias. Mais au-delà de la validité, de l'efficacité d'une telle campagne, l'exposé, je dirais, proposé à cette époque-là par les rédacteurs de cette revue, de ce que le vrai mouvement skinhead était supposé et demeure intéressant, ce qu'il montra à cette occasion une volonté de redéfinir globalement la contre-culture skinhead. Ainsi s'élaborera une sorte de synthèse entre le mouvement skinhead des années 60, celui des années 80, afin de constituer un héritage commun, regroupant, je dirais, différents éléments, passé et présent, censés faire consensus, la classe ouvrière, le style vestimentaire, le ska, le football, qu'un patriotisme dénué de toute dimension politique, patriotisme social, quand j'entends bien, et participant à cet effort de construction d'une histoire et d'un imaginaire partagé, seront, je dirais, invoquées, glorieuses, qu'on pourrait appeler, oui, effectivement, les glorieuses de l'époque, les premières années du mouvement skinhead, incarnant un âge d'or mythique, réputé et porteur d'un état spécifique qu'on appelle le Spirit of 69, c'est-à-dire l'esprit de 1969, et celui-ci sera dépeint comme ayant fondé très riche heure d'un mouvement à son zénith, initié par des jeunes ouvriers, fiers de leur origine sociale, ayant tourné le dos au mouvement mode embourgeoisé et miné par la dérive décadente d'un psychédélisme basé sur
l'utilisation d'une multitude de drogues pour se mêler à rebours à des préjugés de l'époque avec les Rude Boys d'origine jamaïcaine. Et de cette belle rencontre naîtra effectivement la subculture skinhead qui offrira le spectacle réjouissant d'une jeunesse noire et blanche unie dansant ensemble dans les mêmes rythmes de reggae. Une vision du passé, quelque peu idéalisée, faisant peu de cas des affrontements entre bandes et hordes sauvages, déchaînées du hooliganisme et des agressions commises envers la communauté pakistanaise. Et en l'état, finalement, au fond, le vrai mouvement skinhead qui incarne l'esprit de 1969 sera par la suite largement repris et invoqué par tous les skinheads qui, dans la lignée des campagnes lancés par le mouvement Sharp, voudront un rappel du passé plutôt qu'un appel au passé et défendre une image de l'authentique skinhead et légitimer un engagement effectivement antiraciste. Et là j'en arrive au mouvement Sharp. Donc mouvement Sharp, Skinhead Against Racial Prejudice, qui à cette fin utiliseront comme logo le casque de Trojan, le label britannique Trojan Record, label qui avait grandement contribué à diffuser et à populariser la musique jamaïcaine au Royaume-Uni, dont effectivement ce logo a permis de lancer énormément de groupes très populaires dans le milieu, que ce soit les Pioneers, les Simari, que ça tout on the Metals, que ce soit les Metals, que ce soit Upstairs, que ce soit Dandy Livingstone, Laurel Alken, Tiger, tous ces musiques qui ensuite sont repris par UB40 dans leur trilogie de Labour of Love, puisque ce sont des titres repris au grand-père, et même UB40 a fait un album fort intéressant qui s'appelle UB40 pour les pères, les pères bien entendu présupposés John Holt, présupposés ceux qui ont été à l'origine de l'écoute des membres de UB40. Et donc, je reviens au logo de Trojan Record, qui a non seulement permis de cimenter la musique jamaïcaine au Royaume-Uni, et c'est un usage symbolique voulant, ce que je dirais, un rappel des origines musicales du mouvement skinhead, lequel démontrait la nature foncièrement antiraciste de ce mouvement, ce que certains exprimeront de l'époque. Un vrai skinhead ne peut être raciste. Sans la culture jamaïcaine, les skinheads n'existeraient pas. Ce fut une culture mélangée avec la culture anglaise de milieu ouvrier qui a fait des skinheads ce qu'ils sont. Donc, il faut bien à un moment donné être réaliste. Le mouvement skinhead est un mouvement qui est né au contact de la musique jamaïcaine et des Jamaïcains, et il ne peut en être autrement. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de clubs en Angleterre et un peu partout qui s'ouvrent et qui sont nostalgiques de ces mouvements-là, où certains grands-pères et grands-mères qui ont vécu cette période-là réhabilitent par le biais de clubs et de musique et de salles de danse. Donc voilà, je voulais faire justement une petite explication de ce mouvement qui a malheureusement été récupéré, kidnappé par l'extrême droite puis les nazis. Le skinhead à l'origine est un mouvement issu de la classe ouvrière, écoutant de la musique jamaïcaine, et aussi étrange que ça puisse paraître, ayant introduit le reggae en Angleterre. Voilà, je vous remercie, je ne vais pas continuer plus longtemps parce que je pourrais palabrer pendant des heures sur cette musique que j'ai affectionnée dans mon passé, dans ma jeunesse, et que je trouve fort intéressante, que j'écoute encore de temps en temps. Et voilà, je pense que ma chronique va s'arrêter ici, je pense que j'ai mis pas mal de temps, mais il fallait à un moment donné rendre justice à ce mouvement dans son origine. Merci à vous et bon courage et bonne continuation.